pour l'effort et pour le choix de ce sujet que je considère très intéressant et très pertinent. Et donc, aussi quelque chose d'actualité, particulièrement donc, dans la phase maintenant post-Covid, parce que le vote électronique revient justement et on l'utilise dans plusieurs institutions et dans plusieurs organisations, des assemblées de représentants du peuple, des parlements, des associations, etc., qui sont en train aujourd'hui d'utiliser effectivement le vote électronique comme moyen pour justement délibérer, etc. Donc, je te donne la parole, Kamel, pour 40 à 45 minutes, peut-être un peu plus. Puis, puisqu'on est en famille, donc, on va te poser donc, les questions qu'il faut. Ok. Alors, je vais demander aux collègues de désactiver les micros et les caméras. Comme ça, donc, on aura une connexion peut-être meilleure. Et comme ça, on écoute convenablement Kamel. Voilà, Kamel, c'est à toi la parole. Okay. Merci, c'est Mohamed. Bon, tout d'abord, merci pour votre présence, même si elle n'est pas très nombreuse, mais en tout cas, les gens qui, qui me sont chers sont là, et ça, c'est le plus important. Donc, je vais parler donc du vote électronique. Alors, le vote électronique, bien, pour un informaticien, bon, ça peut paraître un peu bizarre au départ, parce que Kamel, est-ce que tu peux passer en mode plein écran? Ben justement, j'ai essayé tout à l'heure. Attends, voilà. Ça marche, ça marche, mais si tu peux passer en plein écran, c'est mieux. Mais si c'est bien. Je te dérange. J'essaie encore affichage plein écran pour les participants, mais maintenant c'est en plein écran. Très bien. Ben, allez, tant mieux. Ben, oui, donc je disais le vote électronique. Bon, c'est un sujet effectivement intéressant. Hein, on va essayer de des raisons dans cet exposé. Mais qui m'appelle, bon, pour un informaticien, ça peut paraître un peu bizarre, même s'il y a le mot électronique. Les élections, c'est d'abord l'affaire de sciences politiques ou du droit. Et je suis ni un politiste ni un juriste. Mais il se trouve que avec le vote électronique, l'informatique rentre dans le jeu. Et elle rentre fortement et ça pose de vrais problèmes. Ça peut poser aussi quelques avantages. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Au-delà, bon, je m'intéresse depuis pas mal de temps sur la relation politique et Internet. Mais le vote électronique est un aspect, à mon avis, qui est important et qui va certainement se développer dans l'avenir pour plusieurs raisons. On va en discuter tout à l'heure, avec évidemment tous les dangers et les risques que ça procure. Alors, effectivement, donc je disais que c'est une affaire de sciences politiques. Quand on parle d'élections, ben, ça suppose que on a la possibilité de les organiser, qu'on ait effectivement le droit de vote. Et ça, c'est lié à des régimes politiques qui, pour simplifier, on va appeler des régimes démocratiques. Et la démocratie, bon, ben, implicitement, ben, ça laisse la prétention à chacun de donner son avis sur ce qui est bon, sur ce qui est juste. Mais le problème, c'est que il va falloir agréger tous ces avis, hein, de faire cohabiter, comme j'ai on a trouvé donc ce mode d'élection. Hein, c'est comme ça qu'on peut arrêter ces décisions non consensuelles. Alors bien sûr, quand on parle d'élection, bon là, je vais parler de la manière dont se déroule le processus des élections, en particulier du vote électronique. Il ne faut pas oublier qu'il y a le passage entre le décompte des voix et la désignation des élus. Et ça, c'est une autre paire de manches qui dépend
ce qu'on appelle le mode de scrutin. D'accord? Comme vous savez, il y a le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel, il y a des scrutins panachés, bon, tout ça. Hein, mais bon, et ici d'ailleurs, ce sont des questions qui relèvent même de mathématiques, avec, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet, puis tout. C'est pas évident parce en changeant de mode de scrutin, on peut changer le choix finalement du gagnant, d'accord, ou des gagnants. Bon, mais n'empêche, il faut déjà faire le décompte des voix. Et quand on parle d'élection, ben c'est essentiellement le processus qui va du départ, hein, à partir du citoyen, à partir de l'électeur, jusqu'au comptage final des voix. Alors, donc, moi, je suis de ceux qui croient encore à la démocratie représentative, parce qu'il est très difficile, pour ne pas dire irréaliste, ou même impossible, même avec les nouvelles technologies ou les anciennes technologies, de penser à une démocratie directe, c'est-à-dire à une démocratie où les citoyens participent directement au pouvoir. Hein. C'est pas, on peut toujours, on a le droit d'y penser, mais il faut être réaliste et la faisabilité de la démocratie directe, à mon avis, elle n'est pas réaliste. Donc, la démocratie représentative, ça consiste évidemment d'organiser ces élections pour n'est-ce pas, élire des représentants. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr, dans la démocratie représentative, c'est que ces élections sont tenues à intervalles réguliers et lors de chaque élection, hein, c'est ce qu'on appelle l'alternance, si vous voulez, c'est que le pouvoir revient entre les mains du peuple qui désigne de nouveau ses représentants. Ça, c'est fondamental dans une démocratie, sinon ce n'est pas une. Et donc, pour organiser ces élections, on a donc un système électoral, hein, la manière d'organiser tout ça. Et c'est très, très important, bien sûr, que le peuple, que les citoyens aient confiance dans ce système électoral. Parce que, tout simplement, s'il n'y a pas confiance, bien les élus ne seront pas légitimes. Ça, c'est une vraie question. Donc, la légitimité des élus. Et on peut penser que la légitimité des élus, évidemment, dépend du taux de la participation, hein, et ce qui est vrai, bon, de l'absolu, on peut penser que plus on fait participer les gens, plus on est légitime. Donc les votes exprimés, mais malheureusement, dans beaucoup de systèmes aujourd'hui, on ne compte pas les votes blancs, hein, ce qui ne sont pas des votes, ça ne correspond pas à l'abstention. Les votes blancs, c'est les votes, les gens qui expriment aucun choix, d'accord? Ils votent, mais en n'exprimant aucun choix pour un candidat ou pour un thème donné. Et ça peut donner une interprétation politique. Et ces votes blancs, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas vraiment comptabilisés. Et je parlerai à la fin peut-être de cette chose-là avec le vote électronique. Alors, la légitimité des élus. Et l'autre question, tout aussi importante, c'est évidemment que les gens qui perdent, surtout les élections, bien, ils acceptent le résultat. Ça, c'est important. Les électeurs acceptent de se conformer au résultat de l'élection. Sinon, on ne pourra pas maintenir la paix. Hein. C'est l'instabilité, c'est la crise politique. Dans beaucoup de pays, bon, vous savez très bien que cette chose-là ne s'est pas réalisée et ça conduit à des émeutes et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. La confiance dans le système électoral. Donc, que ce soit vote électronique ou pas, il faut assurer cette confiance. L'autre chose qui me paraît tout aussi importante, c'est que l'exercice du pouvoir doit être réalisé dans le cadre d'un état de droit. Pourquoi? Parce que, en fait, in fine, et on le voit même, par exemple, en Tunisie ou ailleurs, partout, dès qu'on fait, surtout dans des pays où on est en transition démocratique, et même dans les vieilles démocraties, le bon comportement des élus, hein, qui sont élus démocratiquement, ne peut pas
tenu pour acquis. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas parce qu'on a élu le représentant que le représentant fera comme on a pensé au début, comme ça a été spécifié. Donc, c'est ça l'idée de l'état de droit. Et donc, déjà, il y a cette fameuse chose qu'on appelle la Constitution, qui donne, qui précise les lois fondamentales, comme par exemple la division des pouvoirs, le respect des libertés fondamentales. Mais plus que ça, il y a aussi la Cour constitutionnelle qui veille au respect de la Constitution. Il n'y a pas de démocratie sans Cour constitutionnelle. Et là, je crois en Tunisie, on comprend très bien les problèmes actuels. Et donc, cette Cour constitutionnelle, alors contrairement, par exemple, à l'Assemblée, ce sont des élus, généralement, elle fonde, disons, son pouvoir ou sa légitimité, pas par les élections. Dans la Cour constitutionnelle, c'est plutôt par la compétence en matière de droit, en matière de sciences politiques. Évidemment, il faut penser que c'est l'indépendance de ces personnes qui forment la Cour constitutionnelle. Par exemple, en France, on appelle ça le Conseil des sages. Le Conseil des sages, il y a la maison de la sagesse, il y a aussi le Conseil des sages et la Cour constitutionnelle. Voilà, donc ça, et puis alors, donc il y a aussi dans la pratique une opposition que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens voient entre la légitimité de droit et la légitimité de fait. Les choses évoluent en général, et donc la démocratie représentative, eh bien, elle se corrige et cherche à se consolider. C'est ce qu'on appelle la consolidation démocratique. Alors, en particulier, on a vu dans l'historique, disons, de l'évolution des démocraties, beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, comme les règles anti-cumul, comme les règles de prévention de conflits d'intérêts. Parce que la démocratie, c'est un processus, tout n'est pas écrit, il faut que ça évolue avec le bon sens, et puis avec l'intérêt général. Et là, évidemment, il faut aussi chercher à renouer, parce on parle par exemple de la crise actuelle de la démocratie représentative qui fait que les gens ne se reconnaissent plus dans le pouvoir, il n'y a plus de confiance entre les élus et ce qu'on appelle le peuple. Donc il faut renouer, renforcer les liens entre l'espace public et le lieu du pouvoir politique. Ça, l'idée c'est que peut-être que la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie électronique, peut y contribuer. La démocratie électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait des années, n'est-ce pas, que les gens réalisent sur Internet plusieurs actes de la vie citoyenne, comme la déclaration des impôts, comme acheter des timbres, comme extraire des états civils, comme les actes bancaires, comme consulter son compte. Il y a beaucoup de transactions qui sont directement qui relèvent, disons, directement de la vie citoyenne, sont dématérialisées, grâce, évidemment, entre autres, à l'Internet. Donc, la démocratie électronique, c'est un peu ça. C'est au départ voir comment on peut améliorer ce lien entre les citoyens et les représentants politiques, d'accord, à travers l'utilisation, disons, des technologies de l'information et de la communication. Donc, on a d'abord la transparence du processus politique qui peut être améliorée. Et ça, on le voit même en Tunisie, par exemple, ça a permis de faciliter l'accès à des documents officiels et à l'information politiquement intéressante. Pardon, il y a du bruit, ça va? Vous m'entendez? Allô? Oui, très bien, Kamel. Continue, on t'entend très bien. Ok, merci, Simam. Donc, ce qu'on appelle le e-access, il y a, bien sûr, grâce aussi à Internet, on peut améliorer la relation, échanger, partager les opinions publiques à travers les forums, les espaces de débat.
si là-dedans, beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, comme des fake news et des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une mise à disposition d'espaces de débat et d'information qui est beaucoup plus grande. Et le dernier volet de la démocratie électronique, c'est effectivement la participation au choix politique. Et entre autres, c'est l'éruption des scrutins ou des élections par voie numérique. Voilà. Et donc, une fois qu'on veut faire développer ces choses-là, ben, il va falloir réfléchir. Hein, et le vote électronique ou le e-voting doit évidemment être un vote démocratique, comme tout vote dans une démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vote démocratique? En fait, c'est reconnu par des conditions, disons, ce qui caractérise le vote, hein, qui est un droit, n'est-ce pas, pour chaque citoyen, un droit civique. C'est un devoir moral, hein, c'est pas on en parlera si vous voulez à la fin, c'est pas un devoir obligatoire, mais c'est moral. Alors, les caractéristiques, bon, il y a des choses qui sont relativement simples, hein, plus ou moins, disons, à satisfaire. La disponibilité, hein, c'est la possibilité pour l'électeur de voter à tout moment dans la durée du scrutin, c'est l'urne est publique. On a l'authentification, c'est-à-dire que seuls les électeurs qui sont sur le registre des inscrits votent, qui sont identifiés à ce moment hein, du vote. Ça, c'est une question évidemment très importante. Hein, quand on va voir, on pense au vote lorsqu'il est à distance, comme le vote par Internet, ou même le vote par correspondance, puisqu'il y a déjà avant Internet le vote par correspondance, c'est-à-dire le vote via la poste. Hein, d'accord, et à ce moment-là, bon, l'authentification n'est pas certaine. La confidentialité, chaque électeur peut effectuer son choix en secret. Ça, c'est très important. Hein, c'est la liberté de voter. Hein, parce que si on ne peut pas être en accord avec son conjoint, avec sa famille, avec ses amis, et donc on a le droit de voter hein, en secret. Voilà. Et l'anonymat, qui rejoint le secret du vote, c'est l'impossibilité de relier un bulletin à l'électeur qu'il a choisi, de savoir qui a voté quoi. Ça, c'est important. Hein. On jette le bulletin dans l'urne et on brasse les bulletins et on ne sait plus qui a voté quoi. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas une chose évidente, évidemment, dans le vote électronique. L'autre condition aussi importante, c'est la non-coercibilité. C'est-à-dire qu'un électeur ne doit pas pouvoir prouver son vote à un tiers. Parce que s'il doit le prouver, ben, à ce moment-là, ça peut favoriser la vente, d'accord, ou même les pressions qu'on peut faire sur les votants. On peut acheter et vendre ces codes, et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, peut exister. L'achat de vote. Et d'autres conditions, alors, qui sont vraiment la vie la plus importante, c'est la vérifiabilité, hein, qu'on peut résumer en deux mots, la sincérité et la transparence du scrutin. La vérifiabilité alors, au niveau de l'individu, au niveau de l'électeur, c'est que chaque votant doit pouvoir vérifier que son vote est dans l'urne, pas modifié. C'est pas toujours évident. Hein. La vérifiabilité de la légitimité, chacun peut vérifier que les votes viennent d'inscrits, que chacun n'a voté qu'une fois, il n'y a pas de bourrage dans l'urne, et la vérifiabilité universelle, que chacun doit pouvoir vérifier le comptage final. Voilà. Eh bien, toutes ces conditions, en fait, bon, je ne dis pas qu'elles s'excluent, mais il est difficile, hein, en tout cas, l'état actuel hein, de nos connaissances, que ce soit dans le domaine des élections ou dans le domaine informatique, il n'y a pas de système qui assure tout à la fois hein, ces conditions. Ces conditions en même temps. C'est pratiquement impossible. C'est pour ça que, bon, ben, on sait comme c'est difficile, hein, donc on peut au moins chercher à ce que le système de vote soit bon, hein, qu'il soit, disons, correct, soit acceptable, alors, puisque tous les systèmes actuels présentent des vulnérabilités, des failles.
Alors, il y a évidemment les fraudes, les malveillances qui sont menées par une ou plusieurs personnes, qui est dans l'organisation ou non du vote. Ça, ça a toujours existé, hein, même classiquement. Et ce qui importe, à mon sens, c'est bon, ceux qui ont réfléchi sur la question sont d'accord pour dire ce qui est important, c'est en fait la capacité du système à éviter une manipulation entraînant une modification des résultats. C'est-à-dire les fraudes, disons, massives. Hein, alors, ça peut être une manipulation qui consiste à changer quelques bulletins, mais ça dépend du pourcentage. Et puis, il faut le prouver. Ça, c'est parce que il ne faut pas oublier que les élections, ça coûte cher, hein, l'organisation d'élections, et on ne peut pas vraiment penser à réorganiser de nouvelles élections ou à annuler les élections et à les refaire deux fois. C'est pour ça qu'au niveau du droit, les juges sont très réticents sur l'annulation des élections, parce que ça coûte cher, et encore faut-il aussi prouver qu'il y a eu dysfonctionnement. Voilà, donc, dans le vote électronique, comment faire face à ces risques majeurs et qui sont liés en plus aux nouveaux, hein, qui s'ajoutent à risques précédents, aux risques qui sont liés à la sécurité informatique, hein, puisque tout va transiter, n'est-ce pas, sur le réseau, tout sera dématérialisé et les choses ne sont pas évidentes. Donc la question, est-ce que les garanties du vote électronique sont supérieures, est-ce qu'elles sont comparables ou inférieures à celles du vote traditionnel? Le vote à l'urne, le vote qu'on pratique toujours, enfin qu'on a commencé à pratiquer en Tunisie depuis la Révolution, ou le vote par correspondance qui existe dans certains pays, dans certains contextes. Donc rapidement, le vote traditionnel à l'urne, hein, pour voir un peu le niveau, disons, sécurité, qu'est-ce qu'il offre. Donc, vous savez bien, l'identification par chaque électeur au départ, donc il y a une liste des inscrits où on doit signer. Chaque électeur dépose son bulletin dans une urne. Alors, cette urne, très importante au départ, dans l'histoire du vote traditionnel, c'était une urne en bois, par exemple. L'urne n'était pas visible, elle n'est pas transparente. Donc, on ne sait pas si vraiment l'urne, elle contenait déjà quelques bulletins. Elle peut bourrer des choses, elle peut même avoir on appelle ça un faux fond, quoi. Vous voyez, je ne sais plus comment on peut dire ça. Donc, on peut cacher des choses. D'accord. Et donc, c'est pour ça que l'urne, dans le vote traditionnel aujourd'hui, c'est une urne transparente. Et que tout le monde voit qu'elle est bien vide au départ et que quand on met son bulletin, hein, on voit qu'il a été bien mis. Bien matérialiser les choses. L'isoloir et l'enveloppe qui visent à assurer la confidentialité des votes, c'est venu avec le temps. Hein, dans l'histoire du vote traditionnel, ben, il n'y avait pas d'isoloir. Hein. Des problèmes à ce niveau-là. Et donc, le dépouillement public, hein, là, peut observer ce processus qui consiste à vérifier le décompte des voix. Donc, en général, tout le monde s'accorde à dire que bon, le vote traditionnel à l'urne offre un très bon niveau de sécurité, bien sûr, sous réserve que l'urne soit surveillée sans relâche. De l'ouverture du scrutin au dépouillement par un groupe de personnes représentant chaque parti en liste. Bon, et ça, évidemment, les instances, les autorités des élections font tout pour que ces choses soient respectées. Ce n'est pas toujours évident. Par exemple, on peut, dans le transfert, changer une urne par une autre. Ouais. Bon, mais ce contrôle est quand même possible. Ici, par exemple, on a fait appel aux militaires en pensant qu'ils sont neutres. Et pourquoi pas. Le vote par correspondance postale, ce qui va être un point commun avec le vote par Internet ou le vote électronique, c'est que chaque électeur reçoit le matériel de vote par la poste. Il comprend les bulletins de vote et en général, bon, on reçoit dans 3 enveloppes. L'électeur va mettre d'abord le bulletin de son choix.
une première enveloppe, va glisser dans une deuxième enveloppe qui va être signée par lui-même. Donc ça, c'est la partie authentification. Et le tout envoyé dans une troisième enveloppe expédiée au bureau des élections. Alors là, déjà, bon, on a quelques problèmes, en particulier le problème de la confidentialité. C'est certain que les trois enveloppes ne sont pas ouvertes simultanément. Normalement, on doit séparer. Si on ouvre les enveloppes on peut savoir qui vote quoi ou qui a voté quoi. Le problème d'authentification, c'est certain que, effectivement, la personne qui a signé, c'est elle qui a bien voté, c'est son choix légitime. Le problème de la vérifiabilité, qui est de vérifiabilité universelle, c'est les bulletins peuvent être ajoutés ou supprimés en dépouillement. Si, par exemple, on peut imaginer avoir la liste des abstentionnistes et puis on va préparer s'il y a des organisateurs malhonnêtes qui peuvent rajouter des bulletins, des abstentionnistes qui peuvent imiter les signatures, tout ça, c'est malheureusement produit. Donc, on doit faire une confiance totale aux organisateurs de l'élection et au service d'acheminement du courrier. Parce que pendant le transfert et bien sûr, il peut se passer quelque chose. Cela dit, il y a une différence avec le vote électronique, c'est que dans le transfert, il reste quand même observable physiquement et il faut vraiment impliquer beaucoup de gens pour arriver à faire des fraudes qui peuvent être déterminantes sur le résultat ou qui peuvent influencer le résultat des élections. Alors que dans le vote électronique, les choses ne sont pas visibles et on peut changer un bulletin comme on peut en changer 1000. Alors que dans le vote physique, enfin, l'acheminement physique, c'est plus difficile. Bien. Alors on arrive au vote électronique. Alors le vote électronique, bon, le voting, en fait, bon, là, ce qu'on appelle le e-référendum, c'est-à-dire la possibilité de voter en ligne sur un sujet spécifique, soumis en général par les autorités publiques. Bon, c'est répond à oui ou à non à une question. Bon, mais ça pose les mêmes problèmes que le vote suivant, c'est-à-dire le vote électronique pour les élections. Possibilité donc d'utiliser Internet pour élire les représentants. Ça, juste pour la. Et ces deux types-là, ben, évidemment, font appel à des dispositifs électroniques, informatiques. Au moins l'un des trois processus suivants. On n'est pas obligé de tout changer, mais bon, le vote par Internet, bien sûr, il va agir sur les trois niveaux, c'est-à-dire sur l'identification des électeurs, Internet, l'émission du vote, qui va se faire à travers les réseaux publics, et le dépouillement du vote, qui va se faire aussi au niveau du serveur de vote, avec l'aide de logiciels dont on ne connaît pas exactement ce qu'ils font. Et ces trois processus donc, peuvent se faire selon deux modalités. Alors, vous avez le vote à distance par Internet, le vote en ligne, proprement dit, donc on peut voter de chez soi ou de n'importe quel autre endroit. À partir du moment où on a un support informatique, ça peut être le téléphone, ça peut être la tablette, l'ordinateur, un accès à Internet. Donc c'est dans un environnement, on va dire, non contrôlé, c'est libre. Contrairement au vote par ordinateur ou machine à voter, qui est très utilisé aux États-Unis, par exemple, c'est de voter dans un bureau de scrutin qui est contrôlé, au sein duquel l'urne est remplacée par une machine électronique. L'ordinateur va enregistrer en mémoire vote. Alors, on peut être aussi, ça peut être complété par un dispositif d'un papier. Ça a évolué parce que pour mettre un peu plus de sécurité, une fois qu'on a voté sur la machine, on a aussi une sorte de preuve papier du vote qui pourra être utilisé comme preuve. Voilà. Ça, alors,
bon, là, je vais surtout parler du vote par Internet, mais les problèmes du vote par ordinateur ou machine à voter, on les retrouve aussi au niveau dans le vote par Internet. Bon, ça va parce que j'entends un bruit de fond, là, je ne sais pas si. Alors, pour le vote par Internet, bon, il y a pas mal d'expériences, pas mal d'essais dans différents pays, au monde entier, mais n'empêche, il n'y a pas de modèle, disons, de standard ou de normes internationales. Ça, c'est déjà une chose importante. Le schéma général des procédures usuelles de vote par Internet, dites sécurisées, en fait, on dit sécurisé, mais c'est loin d'être sécurisé parce que c'est très bien toutes les, toutes les possibilités de failles, de vulnérabilités qui peuvent avoir lieu sur le réseau Internet, mais on les appelle bandes sécurisées. Alors là, on a des électeurs qui se connectent sur un site officiel de vote, depuis n'importe quel ordinateur, relié au réseau Internet, comportant un navigateur compatible avec l'application de vote, s'exécutant sur le site officiel. Il y a quelques conditions d'équipement, mais ce n'est pas demandé. Les électeurs s'authentifient, prouver leur identité avant de voter à l'aide d'identifiants reçus par courrier ou par mail ou SMS. Et puis un serveur qui va recueillir les votes, les stocke jusqu'à la clôture du scrutin et produit les résultats du vote à la clôture du scrutin. Dans chacune des étapes, il y a du traitement. Voilà, c'est ce qu'on voit un peu le problème que ça pose. Ça, c'est le vote par Internet. Donc, il n'y a pas de cadre général, mais on peut voir la structure, disons, de l'architecture, disons, de vote par Internet. Donc, on a des terminaux, les votes clients ici, vous voyez, les fournisseurs d'Internet. Et puis, on a donc, généralement un centre de données, disons, très sécurisé. Il y a les serveurs de vote, il y a plusieurs serveurs de vote, hein, pour justement faire face aux attaques des services. Et puis, bien sécurisé avec les firewalls. Et à côté ou derrière, vous avez donc tout ce qui sert d'examen, de contrôle sur les bulletins de vote et la validation qui va faire tout le calcul et le traitement final des élections. Ça peut changer d'un système à l'autre, mais en gros, c'est à peu près ça. Alors, pourquoi, bien sûr, on pense à développer le vote électronique? Alors, la question simple, bien sûr, c'est d'abord, on peut penser que maintenir, espérer hausser le taux de participation, parce que ça va ouvrir beaucoup plus d'alternatives, parce qu'en général, le vote électronique ne se substitue pas au vote traditionnel, c'est un plus, hein, donc ça permet aux gens qui disent que par contrainte de temps, ils ne sont pas là, ils sont à l'étranger, là, parce que des étudiants qui vivent dans une circonscription qui n'est pas la leur, hein, c'est des choses qui sont bien connues hein, quand on organise des élections. Voilà, donc, et puis la possibilité de voter à toute heure, tout ça, on pensait effectivement que ça ne peut qu'améliorer le taux de participation, chose qui est importante, bien sûr, pour la signification des résultats. Et bien sûr, j'ai rajouté une chose importante, c'est la solution alternative au vote traditionnel en cas de situation épidémique, comme c'est par exemple le cas du Covid en ce moment, pour éviter les contacts dans les bureaux de vote. Eh bien, beaucoup de mairies, beaucoup de communes ont essayé de penser à faire du vote par machine ou vote Internet des pays européens. L'autre raison qui est aussi importante, parce qu'on a constaté ces dernières années qu'il y a un taux d'abstention et qui souvent touche particulièrement les jeunes qui sont, n'est-ce pas, consommateurs d'Internet avec les smartphones, qui sont quand même, en tout cas, ils ont une connaissance de l'Internet et un peu de l'informatique
un peu meilleures que les personnes adultes. Donc, on peut penser qu'avec le vote par Internet, ça peut les rendre électeurs. C'est pas automatique, hein, moi je pense, mais enfin, on peut penser ça. Une autre raison, peut-être, à laquelle on peut penser aussi, c'est protéger la confidentialité des personnes handicapées ou des personnes qui sont très âgées, donc, peuvent être malvoyants, malentendants, et qui seront obligés de faire appel à l'aide d'autrui pour voter. Ben, le vote par Internet, machine à voter, ben, ça peut assurer la confidentialité de leur vote que dans le cas traditionnel. Notre avantage, bien sûr, c'est l'amélioration de la qualité générale des bulletins de vote, c'est-à-dire qu'on va réduire, voire éliminer le nombre d'erreurs sur les bulletins, et donc des bulletins annulés. Aux élections de l'Académie, on a vu, il y avait quelques bulletins, n'est-ce pas, qui étaient annulés à cause des erreurs. Dans le vote électronique, on a homogénéise, on uniformise un peu les bulletins et normalement, des choses qui peuvent disparaître. Et puis, last but not least, c'est évidemment la production des résultats électoraux plus rapides. Accélérer le processus d'enregistrement, du développement des votes, ça c'est fondamental. Bien sûr, c'est en espérant que le résultat soit correct et légitime. Mais l'informatique est là pour rendre les choses rapides, ça, il n'y a pas de doute. La diminution des coûts électoraux, bien sûr, puisqu'on va ouvrir peut-être moins de bureaux de vote, moins de personnel, d'accord. Maintenant, il faut savoir que le vote électronique, au départ, ça nécessite quand même un investissement, surtout quand il s'agit de machines à voter. Le vote par Internet, un peu moins, mais bon, il faut quand même, évidemment, installer pas mal de serveurs, des serveurs dédiés hein, pour la chose. Hein. On ne peut pas choses un peu isolées, quoi. On ne peut pas mélanger avec les choses qui existent. Et bien, à moyen terme, même à court terme, on gagne beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher, les élections. Et le coût par électeur, par exemple, ça c'est une estimation qui a été faite par des Canadiens, la moyenne mondiale, disons, les pays qui ont pratiqué quand même depuis quelques années le vote par Internet, par exemple, c'est estimé à 5 fois plus bas que celui du vote traditionnel. Donc, de faire 10 $ pour un vote traditionnel, ça coûte plus que 2 $. Donc, c'est quand même appréciable. Bon, une autre raison, bon, ça on peut la discuter, c'est que ça permet d'offrir aux électeurs plus d'informations sur les candidats, parce que dans le processus, avant de voter, on peut aussi proposer des informations sur les programmes des candidats ou des partis. Ça, bon, on peut penser que et comme avant, on a élu des présidents ou des représentants à l'Assemblée nationale à travers la télévision ou la radio, ça peut maintenant se passer via Internet. Bien, tout ça c'est bien beau. Maintenant, le problème, c'est l'envers de la médaille, c'est les risques du vote électronique. Alors, ces risques, il faut savoir que ça vient essentiellement d'abord de la dématérialisation du vote. C'est-à-dire qu'on n'a plus de choses physiques. Hein. Le bulletin de vote, c'est plus un papier, l'urne, c'est pas la boîte qu'on voit, hein, d'accord, l'isoloir, tout ça. On va les mimer par des choses qui sont simplement pas réelles, d'accord. Tout ça, c'est numérisé. Et évidemment, ça pose le problème de la transparence. Alors ça, les risques, donc, au niveau de l'identification des électeurs, comment on peut contrôler la qualité des électeurs, l'unicité du vote, en cours d'émission du vote, comment assurer le secret du vote, et puis entre autres aussi, par exemple, sur le déroulement du vote, la régularité hein, du scrutin, que tous les bulletins, c'est des bulletins légitimes et que le comptage soit fait correctement. Tout ça, ce n'est pas évident du tout. Pourquoi? D'abord, un problème important, c'est qu'il y a l'authentification.
Comme le vote à distance, et c'est un vote par correspondance, il est difficile de s'assurer que la personne qui vote est bien l'électeur correspondant aux identifiants. Il va recevoir les identifiants, mais ce n'est pas évidemment lui, forcément, qui va voter. Ça, c'est lié aussi que ça va poser le problème de la coercition, parce qu'il peut vendre ou transmettre ses identifiants à une personne tierce. Alors là, il y a une solution qui a été proposée en Estonie, qui est le seul pays qui généralise le vote par Internet, c'est la création d'une carte d'identité numérique unique, avec laquelle on fait tout. Pas seulement le droit de vote, mais avec laquelle on achète, on paye, on fait tout toutes les transactions qu'un citoyen peut faire, c'est avec cette carte d'identité numérique. Quand il y a une puce, alors ça peut paraître évidemment dangereux, sauf que pour le vote, bien sûr, on peut donner plus d'assurance, puisqu'on ne peut pas vendre sa carte. Dans sa vie, en quelque sorte, on vend dans la carte. Donc, c'est quelque chose qui a permis d'ailleurs à l'Estonie de généraliser le vote par Internet. Voilà. Alors, pour éviter la coercition, effectivement, on a favorisé ce qu'on appelle le principe de vote multiple, c'est que le candidat, l'électeur, pardon, peut voter plusieurs fois, et on considère que le dernier bulletin, ce qui peut effectivement préserver le secret du vote, ça réduit le risque d'achat. Et comme on fait par exemple les Suisses, ne pas inclure des renseignements sur le contenu du vote dans le message de confirmation envoyé à l'électeur. C'est moins sécure, mais ça aide pour, disons, réduire la coercition. Et au moment, c'est un vrai problème, cette chose. Un autre risque important, c'est l'attaque par délit de service distribué. Parce que ça, c'est des choses qui sont arrivées où on peut attaquer le jour J, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît la date des élections et donc les attaquants se préparent, d'accord, et avec ce qu'il faut pour rendre paralyser, disons, les serveurs de vote. Ça, on ne va pas tirer de l'information, mais on peut empêcher, n'est-ce pas, le déroulement des élections. Alors, et ça peut se faire plus ou moins facilement. Beaucoup de choses existent sur le web. Il suffit donc de les assembler, de les lancer par des robots, les botnets, et ça marche. Alors, la parade, évidemment, c'est pour limiter les dégâts. Sans plus, c'est une architecture répartie qui est composée de plusieurs serveurs de vote. Comme ça, bon, ben, on ne peut pas paralyser tout à la fois. Mais bon, c'est quand même des dégâts partiels. L'attaque, ce qu'on appelle l'homme du milieu ou man in the middle, c'est l'usurpation d'identité par interception du courriel qui contient les identifiants permettant de voter. Chose qui est pratique, malheureusement, qui existe. Donc, on va exploiter tout simplement les vulnérabilités logicielles dans la sécurisation des échanges. Alors ça, souvent, ben, la qualité de l'ordinateur aussi de l'électeur pour quelque chose. Pour ça, bon, on peut faire face avec des protocoles de chiffrement asymétrique pour les mots de passe et les messages ou bulletins de vote. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas SSL, mais il y a mieux, il y a TLS, c'est le protocole de transport de la couche du transport, la sécurité sur la couche du transport pour l'établissement de communication et des négociations du chiffrement. Ça aussi, ça permet peut-être de réduire, mais ne pas empêcher totalement ces attaques. Les menaces des logiciels malveillants, c'est au courant aussi, c'est que les électeurs ne disposent pas toujours de support informatique protégé, les ordinateurs, surtout les smartphones, avec leurs OS qui ne sont pas toujours les mieux protégés, les mieux éprouvés, comme on dit. Donc,
l'intrusion, enfin, l'exploitation des failles dans les OS, dans les logiciels d'application, ben, elle est facilitée. Et on peut effectivement révéler ou même modifier les votes lors de l'émission sur le poste même de l'électeur. C'est pour ça qu'il faut, bon, au niveau de protection sur les ordinateurs, sur les supports informatiques personnels, des systèmes d'exploitation qui soient éprouvés, des bons antivirus, sachant que, comme j'ai écrit là, les antivirus ne peuvent détecter que les virus déjà connus. Donc on peut penser qu'il y a, par l'occasion d'élections, hein, lancer des nouveaux virus, et donc les anciens antivirus ne sont pas toujours capables d'arrêter les dégâts. Les risques techniques, hein, ça c'est, il y a quelque chose de fondamental, disons, inhérent au électronique, c'est l'opposition ou l'antagonisme entre secret du suffrage et sincérité du scrutin. Parce que la sincérité du scrutin, c'est la vérifiabilité, que ce soit individuelle ou légitimité ou universelle, implique une traçabilité. Il faut une traçabilité, comme pour les processus informatiques, par exemple, dans une transaction bancaire, on a toute la traçabilité d'une transaction bancaire et on peut voir si y a un problème, qu'est-ce qui se passe, hein, qui fait quoi. Mais dans un scrutin électronique, c'est un processus informatique qui est spécifique, qui est particulier, il ne doit pas être traçable. Parce que s'il est traçable, à ce moment-là, on va violer l'anonymat de l'électeur. Ça, c'est le vrai problème. Il est là aussi, c'est que hein, on n'a pas la traçabilité, on ne doit pas avoir la traçabilité. Et donc, sinon, ben, évidemment, on viole l'anonymat ou le secret du vote. Alors, pour quand même faire des choses, pour garantir le secret du vote, hein, on va envoyer, n'est-ce pas, le bulletin avec sa signature ou son identifiant. On doit évidemment penser à séparer hein, le fichier des votes avec celui des votants, de dépouillement. D'accord. On ne peut pas, évidemment, contredire le secret du vote. Et là, on a besoin donc de protocoles de cryptage qui permettent de décoder l'identité du votant indépendamment de son vote. Ça, c'est des travaux de recherche qui ont été menés. Il y a quelques solutions maintenant pour ça, qui permettent de faire cette chose-là, à une certaine mesure. Voilà. La possibilité aux électeurs aussi, via les outils cryptographiques, de vérifier leur vote ou de détecter des usurpations d'identité s'ils n'ont pas voté. D'accord, on peut imaginer ça, hein, à la fin, que l'électeur peut vérifier hein, son vote, ou bien, pour ceux qui n'ont pas voté, ben, de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a voté à leur place alors qu'ils n'ont pas voté. Bon, encore faut-il après prouver qu'ils n'ont pas voté, ça c'est le problème. Mais si on fait ça aussi, c'est que les électeurs, si les électeurs détiennent une preuve de leur vote, ils deviennent vulnérables à la coercition. Ils apportent une preuve à ce moment-là, hein, ils peuvent évidemment vendre et prouver qu'ils ont bien voté, ils ont suivi les consignes qui leur ont été données pour, en contrepartie, recevoir la prime de la chose. Ça, évidemment, ça ne va pas pour que le vote soit régulier. Notre problème, la transparence, hein, la plupart des systèmes de vote utilisent des logiciels privés, machines à voter, mais si même dans votre Internet, au niveau des logiciels qui vont faire le comptage, c'est bon, à la fin, c'est des logiciels qui sont privés, donc c'est un code source qui est fermé, qui ne peut pas être soumis à l'analyse publique. C'est une sorte de boîte noire, et donc les électeurs, comme les scrutateurs, ne peuvent que faire confiance hein, aux experts en informatique qui ont analysé le système. Experts entre guillemets, parce que hein, on sait très bien en informatique qu'on ne peut pas tout prouver, même avec les méthodes formelles, on peut apporter des preuves sur des petits programmes de grande complexité, mais en de sciences informatiques, on ne sait pas encore prouver comme il faut un logiciel.
La publication des programmes logiciels libres, alors on peut penser que ce n'est pas propre aux logiciels privés, hein, c'est qu'autorise la détection de failles de sécurité, hein, parce que autorise, disons, elle améliore, disons, l'émergence, disons, de fautes, hein, parce qu'on sera plus nombreux à tester, hein, donc on peut faire sortir les erreurs, mais elle n'accroît pas la transparence, hein, parce que tout simplement, on aura une difficulté, voire l'impossibilité d'apporter la preuve que les programmes s'exécutent exactement comme spécifié. Hein. Parce que les programmes qui sont en cours de service, hein, rien ne prouve que sont ceux qui ont été testés avant. D'accord. Ça c'est un vrai problème aussi, hein, de non-transparence. La fiabilité des méthodes d'enregistrement et de stockage des votes, dans les machines à voter. Là, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont longtemps utilisé les machines à voter, plus de 10 ans. Et à un moment donné, quelques années, ils ont interdit le vote par électronique parce que, bon, ben, on peut détourner ces machines à voter de manière très facile et même étonnante. Aussi, la question, c'est qu'on normalement, on ne doit pas toucher au serveur durant le scrutin. En même temps, c'est contredit parce qu'on a besoin de faire des sauvegardes au moins une fois par jour. Lors des sauvegardes, bon, rien n'assure qu'il n'y a pas tentative de fraude, hein, ou de malveillante. Enfin, le problème de la sincérité du scrutin, le risque de fraude, est implanté directement dans le serveur par les personnes en contact du système de vote. Donc ça, c'est des fraudes internes qui peuvent, là aussi, cause de que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, hein, c'est de la sécurité, on suppose bon, qu'il y a malheureusement l'existence de participants, disons, malhonnêtes, donc ils peuvent détourner le vote au profit d'un candidat, qui peuvent faire un bourrage, alors là, contrairement au vote par correspondance, mais un bourrage à grande échelle, parce que c'est très facile, hein, technique informatique, en générant les votes des abstentionnistes dans les derniers instants de la période de vote, c'est une chose qui peut malheureusement arriver aussi. Alors, il y a une chose intéressante aujourd'hui, c'est l'utilisation de la technologie des registres distribués, hein, les DLT, c'est une sorte de blockchain, si vous voulez, pour protéger l'intégrité des votes enregistrés et garantir que les résultats des élections n'ont pas été faussés. Ça, c'est une technologie, effectivement, qui peut améliorer la sécurité au niveau des votes enregistrés. Il y a des travaux actuellement en cours pour voir aussi l'incidence de ça au niveau performance, au niveau faisabilité et ce que ça coûte. Enfin, d'autres types de risques, peut-être un peu moins techniques, mais ils sont aussi intéressants, c'est les clivages numériques. Il ne faut pas oublier que le vote par Internet, ça, ça doit, ça nécessite, disons, un équipement, un ordinateur de connexion Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a aussi un écart entre les vitesses de connexion Internet, hein, parce que toutes les régions n'ont pas la même vitesse d'une région à l'autre. Sans parler évidemment la différence entre les jeunes et les personnes âgées sur la connaissance, disons, minimale de l'informatique ou de l'Internet. Et ce qui fait aussi, on constate, on peut imaginer que des personnes à faible revenu ou ceux qui vivent en zone rurale, hein, développées, sont désavantagés. Et ça, effectivement, ça peut poser des problèmes de représentation politique. Et ça, c'est pas très démocratique. D'autres problèmes qui sortent du cadre des informatiques, pour les pannes d'électricité, hein, ça peut arriver, ça peut même être provoqué. Les problèmes de connexion Internet, bien sûr, le jour de l'élection, les pannes de serveurs, les pannes de machines à voter, hein, ça arrive aussi. Hein, je pense qu'aux États-Unis, ont vécu ce type de panne. Ça, c'est pour les risques techniques. Alors, un exemple de bon système de vote électronique, quand je dis bon, on verra, tout n'est pas réglé, mais au niveau de la vérifiabilité, hein, de la sincérité, de la transparence du scrutin, c'est quand même une avancée. C'est le protocole Belenios, c'est un protocole qui a été développé
l'Université de Lorraine, au laboratoire Lauréat, avec des gens du CNRS et des NIRIA. Et ce protocole, eh bien, c'est pas très compliqué à comprendre. En tout cas, bon, si on prend le cas où on doit voter, on doit choisir, disons, seulement un candidat parmi plusieurs. Hein. On peut aussi, vous imaginez, choisir 4 candidats parmi N, dans le cas simple, hein, pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez une phase de préparation, qui est donc la phase avant le début de l'élection. Donc, chaque électeur reçoit par email séparément un jeton de vote avec lequel il signe. C'est une signature hein, de l'électeur, et puis un login et un mot de passe pour s'authentifier. Ça, c'est une phase, bon, bah, qui va se faire initialement. À la phase de vote, ben, chaque élection est associée à une clé publique, c'est la clé publique de l'élection. Donc, tous les électeurs vont l'utiliser pour chiffrer leur bulletin de vote. La clé privée de cela, elle est au niveau des autorités indépendantes. Donc, c'est juste la clé publique que les électeurs utilisent. Donc, ils chiffrent leur bulletin de vote, ce qu'ils ont choisi, puis signé par le jeton qui leur a été transmis. Donc, pour l'électeur A, donc s'il a voté 0 ou 1, oui ou non, si tel candidat, il va chiffrer donc son choix et il va le signer, voilà, tout simplement. Ça, c'est la phase de vote. Et la phase de dépouillement, c'est une phase bon, qui utilise l'algorithme très connu qui s'appelle l'algorithme de chiffrement El Gamel. Hein, je pense que c'est un Égyptien qui est connu, qui a fait pas mal de choses dans la cryptographie. Donc, c'est un algorithme d'abord qui est on dit, la propriété de preuve à divulgation nulle, c'est-à-dire qu'il peut fournir la preuve qu'un votant a bien chiffré l'une des deux valeurs, 0 ou 1, sans fournir autre indication sur le vote. Preuve à connaissance nulle, ouais, c'est un peu. Hein, le lecteur peut voir qu'il a bien voté, hein, et qu'il ne peut pas surtout voter autre chose que 0 ou 1. Ça, c'est. Mais sans dire que ce qu'il a voté exactement, hein, 0 ou 1, non, c'est simplement qu'il a bien voté et qu'il ne peut pas voter autre chose que 0 ou 1. Ça, c'est un algorithme qui a cette propriété. Il a l'autre propriété des algorithmes qu'on dit homomorphiques, c'est-à-dire bon, sur lesquels on peut faire des opérations algébriques qui facilitent les calculs. En particulier ici, par exemple, pour El Gamal, on va dire, si on fait le produit des messages chiffrés, eh bien, on aura tout simplement le chiffrement de la somme. Donc, vous imaginez bien que si pour chaque valeur, ici, c'est 0 ou 1, ici, on va voir la somme des valeurs, c'est-à-dire le nombre de votes qui ont voté 1, par exemple, qui ont voté oui, si c'est un référendum. Et donc, on va avoir, évidemment, la valeur n qui est chiffrée par la clé publique. Donc, en ce moment-là, on peut la déchiffrer par la clé privée sans problème pour obtenir le nombre d'électeurs qui ont voté 1 ou oui. On s'assure bien que le résultat final est déchiffré. D'accord? Pas de connaissance, on ne voit pas. Hein, on a séparé le vote de chacun des électeurs avec le vote total. On ne sait pas. C'est simplement que le résultat final, on ne sait pas exactement la valeur de V1 ou de V2 ou de Vn quand elle passe sur l'électeur. Alors, les qualités de ce protocole Belenios, bien, c'est qu'il assure la disponibilité. Pas de problème, on peut voter à tout moment. La confidentialité, chaque électeur peut effectuer son choix en secret. L'anonymat, l'impossibilité de relier un bulletin à l'électeur qu'il a choisi. C'est vrai, on ne peut pas savoir qui a voté quoi. Pas de cryptographie mal. La vérifiabilité individuelle, chaque votant doit pouvoir vérifier que son vote est dans l'urne, pas modifié, donc il a la possibilité de vérifier. La légitimité aussi, parce qu'il n'y a que des 0 et 1, et donc il n'y a pas on peut aussi prouver qu'on ne peut pas voter plus d'une fois, parce que il y a pour chaque droit de vote, c'est une signature, c'est un jeton. Et le jeton, c'est une seule voix. Et donc on peut. Et à chaque fois qu'on n'a pas bien voté, évidemment, le jeton est récupérable. Mais une fois qu'on a voté bien avec le jeton, c'est fini. On ne peut plus avoir un deuxième jeton. Et la vérifiabilité universelle,
chacun doit pouvoir vérifier le compte final. Ça, c'est pour les choses positives de ce protocole. Limitation, il ne satisfait pas l'authentification. Ça, c'est pas étonnant, parce que c'est un vote par Internet. On n'a pas la preuve que la personne qui vote est bien l'électeur correspondant à l'identifiant. Il n'y a pas de réel isoloir. On ne sait pas qui c'est. Un ordinateur compromis pourrait transmettre le choix du candidat ou voter pour un candidat différent. Ça, c'est vu les attaques. Et ça, ça a été montré, par exemple, lors des élections législatives en France en 2012 par un informaticien qui s'appelle Laurent Grégoire. Il a injecté du code et puis, en fait, ce qu'il a fait exactement, c'est qu'il a il a montré qu'il pouvait voter au second tour pour un candidat qui était éliminé au premier tour. Et ça prouve que bon, ça ne va pas, quoi. Et puis, vous pouvez faire des choses plus graves que ça. Et la non-coercibilité qui n'est pas satisfaite parce que les noces n'est pas sont reçus. On peut prouver pour qui on a voté. Donc, effectivement, on peut inciter, mais on n'empêche pas les achats de vote. Ça, c'est un problème du vote électronique. Alors, malgré tout ça, bon, il y a des expériences qui ont été menées aussi bien aux États-Unis, mais surtout en Europe, chose depuis que j'ai lu, que j'ai suivi. Donc, alors, on a des réactions différentes face aux risques techniques, surtout face à la double exigence du secret du suffrage et la vérifiabilité du scrutin, qui sont un peu en contradiction. Donc, du coup, ce qui fait, beaucoup de pays ont décidé de faire du vote électronique seulement à petite échelle pour éviter qu'un dysfonctionnement ne porte atteinte à la crédibilité des résultats. Donc ça ne fait pas scandale, quoi. Donc en France, le vote par Internet n'est possible que pour les Français établis à l'étranger. Pour les élections législatives, par exemple, sur des circonscriptions données, ce n'est pas autorisé pour les scrutins présidentiels, européens ou pour les référendums. En Suisse, le Conseil fédéral a fixé un plafond d'électeurs pour accès au vote électronique. Pourquoi 30% au niveau cantonal, 10% au niveau national. On peut se permettre plus si on apporte la preuve de la vérifiabilité du système utilisé. En Estonie, ça c'est l'exception, c'est le seul pays à avoir introduit le vote par Internet à l'échelle nationale. Ça aussi, ça s'explique, on verra. Alors, des réactions différentes face à la fiabilité du vote délégué à l'électeur. Le problème de l'authentification et le risque de coercition sont là. En Autriche, l'autorisation du vote électronique, elle est autorisée sous réserve que l'électeur affirme par écrit que son vote fut personnel et secret. Donc, déclaration sur l'honneur, tout simplement. Ça peut ne pas changer, mais ça dépend du sens civique aussi des gens, parce que le fait de vendre ou acheter sa voix, ça renvoie évidemment au sens civique de l'électeur. Ça, c'est peut-être pas partagé de la même manière partout. En Estonie et en Suisse, la possibilité pour le plus grand nombre de voter, la lutte contre l'abstention, sont des objectifs plus importants. Et à la limite, on accepte le risque d'authentification et même de coercition, pourvu qu'on améliore la participation et lutter contre l'abstention. Alors ça, on verra, parce que l'Estonie elle a un écosystème du vote électronique qui lui permet de faire ça. Et en Suisse, aussi, il y a quand même des avancées au niveau de l'organisation du système électoral, mais c'est surtout le fait qu'en Suisse, les gens sont appelés à voter souvent, d'accord? Et ce n'est pas une fois ou deux, c'est 4 à 6 fois par an. Et la Suisse est un pays, une fédération, où il y a beaucoup de pratiques du référendum, et donc, pour favoriser la participation, le vote par Internet est là, d'accord? Et pour lutter contre l'abstention. Des réactions différentes sur le contrôle de la sincérité par le juge. Ça, c'est un peu juridique. En Allemagne et en Autriche, le risque technique, c'est potentiel, pas forcément réel, c'est-à-dire qui n'est pas forcément produit. C'est une condition suffisante pour remettre en cause le vote électronique. Alors qu'en France, en Estonie, en Suisse, le juge, il exige d'établir la preuve que les incidents ont pu exercer une influence sur le résultat du scrutin. Malheureusement, cette preuve est très difficile à apporter, ce qui fait que le juge, souvent, ne change pas vraiment les résultats des élections. Parce qu'il est très difficile d'apporter la preuve quand on n'a pas la traçabilité ou les preuves
en informatique ne sont pas simples. Des appréciations opposées au niveau de la transparence dans le processus électoral. En Allemagne, en Autriche, la confiance elle est fondée sur la vérification des citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le citoyen ne puisse pas participer au contrôle du déroulement du processus de vote. L'incompétence technique du citoyen n'est pas un obstacle, elle ne doit pas être une raison de limiter son contrôle. Alors qu'en France, le code électoral ne prévoit pas la vérifiabilité individuelle, contrairement à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et liberté. Le code électoral ne prévoit pas ça. Donc, il y a une approche un peu différente sur le vis-à-vis qu'on donne entre les citoyens sur le processus. Des appréciations différentes sur la vérification des experts, puisqu'on repose finalement la sécurité ou la régularité de la boîte noire sur l'expertise. Eh bien, en Allemagne et en Autriche, l'expertise mérite d'être éprouvée par les citoyens, pour que ce soit public, que les gens participent, des audits, même directement. En Estonie, les rapports d'audit sur le code source du système sont publics, pas de problème. Okay. Ça donne un peu de transparence au système estonien. En Suisse, la divulgation des rapports, elle est limitée. Interdit, mais ça dépend des communes. En France, le code source des systèmes de vote n'est pas public, malgré les recommandations, là aussi, de la CNIL. Ça, c'est le problème. Conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le vote par Internet ne peut pas remplacer le bulletin de vote en papier pour diverses raisons de sécurité reliées à la sécurité informatique et à l'identification des électeurs. Mais attention, quand je dis ne peut pas remplacer le bulletin de vote pour les élections politiques où l'enjeu est important, et non pas pour des élections de type professionnel ou académique. On doit voir ça. Si les risques techniques sont considérés raisonnables, on peut en parler, l'instauration du vote électronique relève du choix politique. Ça dépend de l'objectif qu'on cherche. C'est l'efficacité, c'est réduire les coûts, c'est pas rien, ou la participation des citoyens. Si la participation électorale est vraiment l'objectif important, à ce moment-là, pourquoi on peut se poser la question, pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire? Et que le vote ne doit pas être seulement un devoir civique, mais même un devoir obligatoire, pour offrir des incitations économiques, d'accord, pour que les gens aillent voter. L'obligation de compter est considérée les votes blancs, parce que si on rend le vote obligatoire, évidemment, vous obligez les gens à voter, peut-être que les gens ne sont satisfaits par aucun des propositions qu'on leur présente, aucun candidat. Là, ils votent blanc. Et donc, à ce moment-là, il faut effectivement considérer, interpréter ces votes blancs, ces votes qui ne sont pas comptés aujourd'hui. Donc, conclusion aussi, il est prématuré d'utiliser le vote par Internet pour les élections à fort enjeu, des élections politiques importantes en raison de la sécurité, sauf, c'est le cas de l'Estonie, l'existence d'un écosystème très avancé. Il faut savoir que l'Estonie, c'est le seul pays à avoir simultanément introduit et rendu obligatoire une carte d'identité adoptée à certificat numérique intégré. Ça, il y a une loi sur les signatures, il y a tout un dispositif juridique qui a fait avancer, qui a permis de faire ça. Et la capitale de l'Estonie, il faut savoir que c'est la capitale mondiale de la cyberdéfense. C'est l'institut de l'OTAN, c'est le plus important qui s'occupe de cyberattaques, et il est basé en Estonie et qui rejaillit et qui donne des effets externes évidemment sur cet écosystème. Ou une forte fréquence des élections, la Suisse, où les électeurs doivent se rendre aux urnes en moyenne, je disais tout à l'heure, de 4 à 6 fois par année. On peut en avoir assez, et donc le vote par Internet peut effectivement aider, ça ne prend pas trop de temps, et puis on peut le faire à tout moment. Et aussi, ne pas oublier qu'il y a une grande proportion de Suisses qui habitent à l'étranger, et donc ils peuvent être concernés par ce qui se passe dans leur pays. Conclusion, alors, quand même, je pense qu'on peut faire cet exposé. En tout cas, personnellement, je donne quelques recommandations pratiques pour notre pays. C'est d'abord de favoriser l'usage du vote électronique des scrutins dont le nombre d'électeurs est limité.
les élections de conseil, académiques, administration, ou professionnels, les syndicats. Il faut absolument commencer par ça, s'approprier un peu la technologie du vote électronique. Bon, à petite échelle, ça nécessite moins d'investissement et moins de problèmes aussi, parce que au niveau de la confiance, quand même, il y a un consensus souvent sur ces problèmes. Hein. Les problèmes de coercition, d'achat de vote sont quand même moins fréquents, hein, que dans d'autres contextes. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut dialoguer sur ces questions techniques avec les milieux scientifiques, hein, qui existent en Tunisie. Moi, j'ai quelques relations avec l'équipe de master du LIB2 à l'université d'El Manab, qui travaille pas mal, qui publie sur le vote électronique. La mise en place progressive du vote par Internet pour les Tunisiens à l'étranger, ça a été déjà, je crois, dans un rapport de l'ISI il y a quelques mois ou l'année dernière. On pense qu'on peut faire ça pour un objectif tant d'efficacité que de participation. Hein, mais il faut savoir aussi que le coût est important, hein, même si on n'améliore pas la participation. Par exemple, juste à titre d'exemple, aux États-Unis, il fallait amener des urnes, hein, à Los Angeles ou à San Francisco, je ne me rappelle plus. Et à un moment donné, bon, ben, ça s'est cassé, enfin, il y a eu un problème. Il fallait ramener une autre urne, d'accord, qui est standardisée selon le système tunisien. Ben, ça coûte cher. Il a fallu encore ramener une urne et faire le voyage et tout ça. Et ça coûte cher. Sans parler, évidemment, du fait que les bureaux de vote ne sont jamais près des gens, parce que la communauté, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Allemagne, des Tunisiens, elle est dispersée, et ce n'est pas toujours évident de se déplacer au bureau de vote physique. Mais bien sûr, ça suppose qu'il faut créer une commission électorale qui surveille le dépouillement des votes. On ne peut pas dire. Il faut qu'il y ait une commission électorale qui, avec des compétences quand même dans le domaine informatique, pour donner une idée de la qualité du dépouillement des votes. Une chose à la fin que je dirais personnellement, c'est que la pleine participation, certes, accroît la légitimité des élus du gouvernement, mais ne serait efficace que si le peuple était éclairé et bien informé. Ça, c'est évidemment la chose, à mon avis, la plus importante, c'est qu'avant d'aller voter, il faudrait essayer d'améliorer la perception des choses au niveau des électeurs. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Et voilà, ça sera fini pour cet exposé et j'attends vos réactions avec grand plaisir. Bravo, bravo. Merci, cher Kamel, pour cette excellente présentation, se focalisant sur le vote électronique dans laquelle tu as fait le tour de la question, partant donc des enjeux d'ordre général, mais aussi technologique, passant par donc les avantages, les inconvénients, les risques, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant, sans trop rentrer dans les détails techniques. Voilà, donc la parole est donnée à ceux qui souhaitent poser des questions pour avoir plus d'éclaircissement à la question. Fadal Salim. Je réalise qu'on est en retard, je vais être bref. Très intéressant, Kamel, je suis impressionné. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait un thème d'étude des élections électroniques. Et je ne savais pas non plus que tu étais versé là-dedans, mais c'est intéressant. J'ai juste une question. Tu sais qu'en Chine, ils sont très avancés dans face recognition et de nos jours, فاتوا حتى حكاية tu payes avec une carte de crédit فاتوها من العام. Tu payes avec un sourire. Tu te présentes à la caméra, ils reconnaissent qui tu es, ils te retirent l'argent directement de ton compte. Est-ce qu'une technologie de ce genre-là, bien qu'elle présente plein d'inconvénients par ailleurs, est-ce qu'elle peut être utilisée pour
authentifier les électeurs. Et je vais oui, une autre remarque. Le grand danger avec les élections en ligne, c'est que ça va ouvrir toute une industrie en Russie et peut-être dans d'autres pays de gens qui vont interférer avec les élections. هذه la plus grande défense aux États-Unis, par exemple, de l'authenticité ou de l'authenticité des élections, c'est que les machines de vote sont hors ligne. Donc, aucun risque d'intervention. Mais maintenant qu'on vote en ligne, ça va être من غير حتى حدود في التدخل. Ouais. Ben, je vais peut-être répondre avant d'autres questions sur ces deux points. Alors, la première chose, sur la Chine, bon, là, je parlais d'élections politiques dans un régime dit démocratique, mais je n'ai aucun un problème sur le régime chinois. La participation des citoyens en Chine, disons, elle est quand même beaucoup plus assurée, presque obligatoire. Bon, maintenant, sur la technologie de la reconnaissance faciale, qui est poussée, comme tu l'as dit, même avec, qui est capable même de reconnaître euh, ce qu'on peut interpréter à travers un sourire, oui, pourquoi pas, ça pourrait. Sauf que là aussi, c'est un problème, c'est toujours de donner plus d'informations sur la personne privée. Et dans des pays comme en Europe, peut-être même aux États-Unis, les gens toujours sont un peu réticents. Déjà, par exemple, dans la machine à voter, je pense que c'est le cas aux États-Unis, ils laissent une empreinte digitale. Des fois, il y a des machines à voter où on peut laisser une empreinte digitale pour reconnaître le citoyen. Et le fait de disposer d'un fichier de tous les citoyens, enfin des empreintes digitales, c'est un débat et c'est pas certain que dans les sociétés, les gens l'acceptent. C'est une chose. Maintenant, euh, sur tu as raison sur éventuellement l'intervention, la réaction des hackers russes. Hein, c'est ça ce que tu parles. Donc, eh bien oui, tu as bien plus que raison. Par exemple, en Estonie, il faut savoir, bon, mais en Estonie, c'est un peu, beaucoup de gens parlent de l'exemple estonien, mais ils nous oublient de savoir que c'est un écosystème vraiment très, très avancé. Et en Estonie, par exemple, quand ils ont organisé les dernières élections, ils ont embauché des centaines, voire des milliers de hackers estoniens pour contrôler le réseau en permanence. Donc, il faut avoir les moyens de sa politique. Et ils ont réussi. Parce que l'Estonie, c'est un pays là où, en Tunisie, on pourrait pas seulement sur le vote électronique, mais sur l'écosystème des startups, par exemple, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'Estonie. C'est un pays tout à fait formidable. Voilà, donc effectivement, il y a un risque, bien sûr, mais moi je pense que pour ce qui nous concerne, en Tunisie, vraiment, il faut faire un progrès réel sur l'utilisation du vote électronique dans les administrations, dans les conseils académiques, les conseils scientifiques, plein de choses qu'on peut faire déjà, même c'est important, d'accord? Parce que je pense que ça va être inévitable un jour, honnêtement, parce que les choses progressent et voilà, bon, je suis sûr de rien finalement, mais je pense que, en tout cas, rien n'empêche qu'on doit favoriser le vote par Internet sur des enjeux qui ne sont pas très très importants ou pour des raisons de coût. Par exemple, pour les Tunisiens à l'étranger, franchement, c'est un scandale de faire un vote physique pour quelques personnes aux Émirats ou aux États-Unis ou en Allemagne. Peut-être en France, bon, la communauté est importante, l'enjeu est important parce que le nombre de députés élus peut peut-être euh, influer sur le résultat, enfin les fraudes, mais même, moi je dirais même pour toutes les élections qui concernent les Tunisiens à l'étranger devraient être par Internet, ça suffit de dépenser, de gaspiller de l'argent.
Honnêtement, je suis pour ça. Merci Ali, merci Kamel pour la réponse. D'autres questions? C'est l'arbitre, Oui, merci Kamel de nous avoir si bien éclairé sur cette affaire. Moi, je voudrais faire une petite remarque, c'est que sur le plan de l'environnement, ça va permettre à un certain nombre d'arbres de continuer à vivre. Parce que quand on voit les quantités de papier que nécessitent les élections dans certains pays, je dis, sur le plan de l'environnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième point que je voulais te demander, c'est le protocole Bélignos, là, qui a l'air d'être très... Il a été appliqué ou c'est Ah oui, uniquement oui. une théorie? Non, 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 ça a été Non. appliqué. Par exemple, toutes les élections du CNRS, et même dans les Oui. universités, c'est applicable en France. Tu as parlé C'est- d'Égypte, tu as dit que c'était un Égyptien qui avait fait ça, ou Non, j'ai ça mal c'est le entendu? protocole. Non, Ah, c'est le protocole cryptographique utilisé qui est celui d'El-Gamel. Mais le protocole Bélénios qui intègre cet algorithme, il est développé en France, quoi, par le et L'Oréal, il a été CNRS, utilisé. Il a été Ah, tout à utilisé. fait. Plus Ok, d'une c'est fois, ce que je voulais plusieurs fois. savoir. Okay. Toutes les élections du CNRS Mhm. par Internet utilisent Bélénios. Je peux te D'accord. dire. Et ça a été utilisé dans des universités. Et c'est un logiciel libre. Hein. Le code source, il est là et on peut en faire ce qu'on veut. Hein. D'accord. Par exemple, Bon. en Tunisie, pour certaines élections, on peut le prendre. C'est gratuit. Hein. C'est sur Internet. Et il suffit simplement, d'ailleurs, les amis de la faculté de sciences de Tunis, là, le groupe master, ils ont une connaissance assez fine de ce protocole, de ce logiciel. Et il suffit de leur demander si les gens le veulent bien. Hein. C'est pour ça que j'ai dit il faut dialoguer avec les scientifiques, parce qu'en Tunisie, malheureusement, les scientifiques ne sont pas toujours écoutés. Maintenant, pour ce qui concerne les ordinateurs, dans l'immense majorité des pays en voie de développement, naturellement, tout ce matériel vient de l'étranger. Oui ou non? Ça dépend alors, le vote par Internet ne nécessite pas vraiment beaucoup de matériel, sauf l'installation, les serveurs de vote, d'accord? Mais les choses existent déjà. La machine à Donc, voter, oui. La machine à d'ac- voter, ça. Mais par exemple, le Congo, là, par exemple, parce qu'il y a des pays en Afrique, comme le oui. Congo, entre autres, qui a utilisé les dernières élections la machine à voter. C'est des Mais machines à il n'y a voter pas un avec problème complément papier. que la personne qui te le vende, elle mette un mouchard quelconque pour être au courant. Tout à fait, oui, oui, Voilà. c'est pour ça tout à fait, tout à fait. Pour ça, Mhm. il faut une veille, il faut une connaissance de ce qui se passe. Il faut se tenir à une méthode déjà. Il faut pas trop changer. Il faut avoir une expertise, tout à fait, bien sûr. C'est D'accord. une boîte noire. Merci. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas simple. Mhm. Mhm. Merci. Merci, c'est l'arbitre. تفضل سلامي. Il faut activer le micro. Votre micro n'est pas activé. Voilà. Donc, merci Kamel pour l'exposé. Donc, c'est très clair. On a pris, bien sûr, on a pris beaucoup de choses. Mais finalement, donc, il y a les trois votes. Le vote par correspondance, le vote direct ou le vote électronique. Mais globalement, il n'y a pas un seul qui soit valable. Donc, les trois, chacun a des problèmes. Pour nous, en Tunisie, je ne pense pas que le vote électronique puisse être adopté demain, l'année prochaine ou plus tard, parce que l'équipement électronique manque beaucoup, bien sûr, dans certaines régions. Et le vote direct, c'est très, très fatigant parce qu'on a pas mal de gens qui souffrent justement cette déplacement pour voter. Et puis, pour ce qui est du vote électronique, bien sûr, la majorité de la population, les régions lointaines de la capitale ne sont pas meublées donc d'appareils électroniques et je pense que ce n'est pas pour demain. Donc, à votre avis, on va peut-être garder le premier cas, c'est-à-dire se déplacer pour voter sur place, apparemment, pour la Tunisie.
Alors, il faut que je précise quelque chose tout d'abord. Même en Estonie, c'est l'âme, même en Estonie, le vote traditionnel est toujours là. Il n'y a aucun pays au monde qui a supprimé le vote traditionnel, le vote papier. Simplement, c'est un plus, le vote électronique. Peut-être un jour, ce sera que ça. Mais pour le moment, ce n'est pas pour remplacer le vote papier. D'accord? Pas du tout. C'est bien clair. Maintenant, en Tunisie, bien sûr, vous avez parfaitement raison. On est loin, on n'a pas l'écosystème qu'il faut. En revanche, je dis, par exemple, le conseil scientifique, le conseil des universités, il n'y a pas de raison. Même les élections récentes là, de Beth Hakma pourraient se faire par Internet. Il n'y a pas de raison, d'accord? Ça a des qualités, ça a des avantages. Mais après, bon, si ça évolue un jour, ben, je pense que oui, on développera. Par exemple, déjà, si on arrive à faire le vote par Internet pour les Tunisiens à l'étranger, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Parce qu'il existe. Il y a des pays aussi qui sont moins développés que nous qui utilisent le vote électronique, les machines à voter. Mais moi, je ne conseille pas trop les machines à voter, ça coûte cher, les machines à voter. Mais le vote par Internet, déjà, sur des circonscriptions particulières ou des élections municipales, il n'y a pas beaucoup d'enjeux où on peut penser que ça peut être. Ben, il faut le faire. Ou de nouvelles élections. D'accord? Il faut savoir que ça coûte cher, les élections. Et Très bien, Kamel. D'autres questions? Souad, Pas de questions, Souad. Pas de questions, mais bon, peut-être un petit élément. Un petit élément d'information, en fait, je l'ai mentionné dans le chat. ouais, j'ai lu. Et moi, j'aurais aimé c'est-à-dire qu'on regarde un peu plus de plus près l'expérience de cette jeune start-up soutenue par l'Europe, la Suisse, le Canada, l'ambassade. Et l'événement, j'étais de passage à Beit el-Hakma, donc il y a, c'est-à-dire l'annonce de cette plateforme Votech a eu lieu à Beit el-Hakma en 2018, le 30 août exactement, et je pense que j'ai assisté à un moment à la présentation, à une présentation du moins de ce projet. Ça m'a paru assez intéressant. Je sais aussi que la municipalité de Tunis travaille avec eux pour utiliser ce vote aux prochaines élections. Et voilà, donc, Kamel, j'aurais aimé, bon, peut-être j'ajoute cet élément-là, mais en Tunisie, il y a des expériences de vote électronique au niveau de l'Assemblée. Ça aurait été bien peut-être de faire une petite analyse de l'état des lieux dans ce domaine, l'avancement, quels enseignements, des premières expériences, etc. Voilà. Et une petite intervention pour enrichir le débat, hein. Comme on n'est pas nombreux, je ne sais pas si ça peut être utile. Merci, Et je vous Souad. remercie. C'est très intéressant, c'est très utile, justement. Ouais, merci. Ouais, je ne sais pas exactement ce qui est utilisé au niveau de l'Assemblée nationale pour le vote dit électronique. Je ne suis pas. Vraiment, j'ai pas vraiment connaissance du dispositif qu'ils utilisent. J'ai des doutes là-dessus. Pas sur Des votants, donc 3 votants devant chaque membre. Donc, soit oui, non, ou c'est-à-dire s'abstention ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est certainement une application qui est assez simple, qui juste pour compter ne cherche pas à vérifier toutes les propriétés parce que c'est un peu l'entre-soi et les gens se connaissent, disons. Il y avait des tricheries dans le sens où des personnes utilisent doublement les places qui sont vides, quoi, les boutons dans les places vides. Voilà. Mais c'est pas très grave parce que avant le vote, on sait très bien le compte puisque chaque ou chaque parti, ils ont leur position, ils peuvent retrouver le nombre, on sait qui a voté sans regarder. Donc c'est un peu particulier.
En revanche, pour Votech, bon, je me rappelle, effectivement, j'ai vu ça. Je me rappelle plus exactement si c'était un logiciel libre ou pas. Ce que je peux dire, moi, j'ai rien contre les startups, au contraire, mais moi, je pense que on devrait se rapprocher de ce qui se passe dans les universités. Franchement, les startups ne doivent pas être développées en dehors de ce qui se passe au niveau des universités, des laboratoires de recherche. Et là, par exemple, il y a des, 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 des compétences, une expertise au niveau de la faculté des sciences de clinique, par exemple, qui pourraient être utilisées. Mais je ne me rappelle plus exactement, Votech, est-ce qu'il a pris tout de l'étranger? Est-ce qu'il a développé des choses? Je ne me rappelle plus, donc je ne peux pas te dire, mais c'est clair que c'est toujours bien de développer les choses, hein, c'est pas de doute. Kamel, vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, oui, très bien. نسمعوا فيك سؤال. Vous m'entendez? Moi, je vous entends plus, hein. Oui, oui, on vous entend, Madame Soat. Apparemment, elle a un problème technique. On perd la connexion, hein, de temps en temps. On vous entend parfaitement. Je ne sais pas si vous nous entendez. Mais bah, maintenant, oui. En fait, Kamel, j'ai bien envie. Bon, j'ai juste rappelé cet événement qui a eu lieu Très bien. dans le palais de l'Académie quand même. Et je pense qu'on pourrait. J'ai regardé, je te cache pas, sur Internet. Est-ce qu'ils ont depuis 2018? Je n'ai pas vu de site web. Il y a juste une page Facebook depuis 2018. Donc, sincèrement, je me rappelle de l'événement, mais je ne sais pas. J'ai pas de data, j'ai pas de données sur l'évolution. Ça fait 3 ans quand même. Ça fait bientôt 3 ans. Mais ça, on aimerait en savoir plus, c'est tout, hein, c'est uniquement ça. Oui, Par oui, non, mais tu as contre, raison. pour ce qui est des startups, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que les startups, ce sont elles aujourd'hui qui sont en train de faire bouger l'immobilisme des grandes structures. Regardez, il y a rien que Pasteur Paris qui s'est déclaré un petit peu en porte-à-faux par rapport à BioNTech qui a révolutionné la technologie du vaccin avec le vaccin ARN et regarde ce qui se passe dans le monde, hein. Aujourd'hui, c'est les startups qui font les changements, c'est les startups qui innovent et sincèrement, je n'ai aucune réserve là-dessus, hein. Et les institutions nationales, malheureusement, elles sont pas dans la même dynamique. Ces startups sont soutenues par des bailleurs de fonds qui croient. C'est l'avenir, hein. Et, moi, je ne sais pas, je n'ai aucune réserve là-dessus, Soad, hein, aucune. non, non, Soad, je vais être clair, je ne veux pas être mal compris. J'ai rien contre les startups. Je dis Non, c'est un simplement, débat. C'est une opportunité justement pour échanger hein, là-dessus, non, non, bien sûr. parce De toute que c'est façon, vrai. Ouais. on aura l'occasion de parler de cet aspect, puisque dans le développement du thème 2, Inch'Allah, on aura l'occasion C'est un débat qui reste ouvert, hein, ça Oui, reste ouvert. C'est oui, mon point oui, de vue oui, sur les startups. Et tout à fait. voilà, donc Non, non, j'ai compris, non, c'est mais j'ai compris. Je et dis simplement que, c'est pas par hasard qu'une jeune start-up comme ça est soutenue par l'Europe, par des pays comme le Canada, la Suisse, etc., qui sont derrière. Et ils y croient parce que dans leur pays, ils ont des résultats. La Suisse, regarde avec ce qui a été réalisé comme progrès dans le domaine de la biologie à l'occasion de cette épidémie. Ce sont des chercheurs indépendants, ce sont des laboratoires qui ont vraiment apporté rapidement la solution, hein. Ce ne sont pas les grandes structures anciennes et bien établies qui restent dans leur immobilisme. Voilà, c'est mon point de non, vue, non, hein. Voilà, non, mais je respecte, je partage en grande partie ton point de vue. Je dis simplement oui. que il serait dommage que ces startups, si tu veux, tout ce qui participe à l'innovation doit arrimer dans son process ce qui se passe dans les universités nationales. Bien sûr, il y a des problèmes dans
nos universités, dans nos structures de recherche. Mais il ne faut pas, à partir de là, dire il n'y a rien, on fait rien. Eux, ils cherchent parce que c'est important. Si, par exemple, cette start-up a des financements, a des possibilités, eh bien, ça ne peut que être positif pour elle. Il y a des noyaux de chercheurs, de compétences. Et c'est dommage qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de synergie entre ces. Parce que la Startup Nation de Macron, moi, je ne crois pas beaucoup. Hein. En France, il y a un gros problème, justement. On ne peut pas développer l'innovation sur tous les domaines si on tourne le dos aux structures universitaires. C'est tout ce que je dis. Il faut absolument que. Ça, là, c'est un éternel problème qui est-ce qui va aller vers l'autre et tant que chacun croit qu'il est dans sa chapelle, en attendant que le plus petit arrive vers l'autre, on bougera pas les lignes, c'est pas possible. Je suis pas, sincèrement, Kamel, je ne suis pas dans cette logique du tout, du tout. Alors là, moi, je pense que il faut aller vers le progrès là où il est, là où ça bouge, là où on trouve les solutions rapidement. Et le collaboratif aujourd'hui, l'open innovation, toutes ces techniques-là sont à notre disposition, elles sont à la disposition des startups, justement, à la disposition de la créativité, à la disposition des jeunes qui innovent. Regarde, pour la Tunisie, en contexte de Covid, la Tunisie s'est classée parmi les premiers pays africains à transformer la crise en opportunité pour innover et regarder les classements. Nous avons plein de jeunes qui ont apporté des choses. Malheureusement, l'écosystème, c'est à lui d'accompagner ces startups. C'est à l'écosystème de bouger, de préparer les cadres juridiques nécessaires, de faciliter les procédures de financement, de faire tout ça, sincèrement. Moi, j'ai ma vision là-dessus, je la défends, je suis en train de la défendre même au niveau de l'université, hein, c'est pas comme ça qu'on va secouer l'immobilisme, sincèrement. Non, on n'est pas contre totalement. Sali, on n'est pas contre totalement. Il ne s'agit pas, Kamel, d'être pour ou contre. Et je n'aime pas cette situation dichotomique. C'est pas ça. On est en train de débattre. Il faut qu'on aille dans ce sens. Il faut qu'on communique entre nous, les chercheurs. Qu'on quitte nos chapelles pour bouger, pour aller vers le progrès là où il se trouve. Donc, c'est une manière d'être aujourd'hui, je pense. De toute façon, je pense que ce sont deux systèmes qui se complètent et donc l'écosystème ne peut pas exister l'un sans l'autre. Donc, de toute façon, les startups et les universitaires font ensemble donc un système. Vous voulez dire, exactement. Et bien sûr, les investisseurs, donc les incubateurs, etc., les accélérateurs, tous là peuvent bien sûr faire bouger les choses, c'est certain. Mais bien sûr, il y a un potentiel énorme dans les startups, dans les jeunes qui portent ce genre de projet. Je pense qu'on a. Moi, j'ai. Sali, Là, Sali, il n'a pas demandé la parole. Kamel, je rejoins ce qui a été la remarque de Sally. Justement, aujourd'hui, il y a les techniques de Know Your Customer. Donc, ce sont des techniques pour authentifier donc, les personnes. Et puis, avec la technologie blockchain, aujourd'hui, on est en train, donc plusieurs pays sont en train de développer ce qu'on appelle l'identité distribuée. Donc, c'est-à-dire chacun de nous va porter sur son portable, donc ses pièces d'identité, son passeport, son carnet de vaccination, de soins, etc. Donc, je pense que ça va évoluer avec la technologie blockchain. Je pense que plusieurs risques qui se trouvent aujourd'hui dans le système de vote vont peut-être être éliminés par la technologie blockchain. Je ne sais pas si tu partages cet avis ou non. Si, tout à fait. Non, mais il y a des problèmes actuels qui peuvent être, je pense, résolus, très bien résolus par la technologie blockchain, mais il y a des problèmes, alors, qui peuvent être résolus, par exemple, par l'authentification, par ce que disait Sally, la reconnaissance faciale et tout ça.
Bon, peut-être, mais à mon avis, il n'y a pas une seule technologie, il faut plusieurs technologies pour résoudre tout ça, quoi. Et voilà, il faut voir. Ouais. Ouais. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Sinon, donc, merci à tous ceux qui se sont intéressés à ce sujet et qui ont Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et puis, un grand merci à Kamel donc, pour l'effort et pour l'excellente conférence dans laquelle il nous a partagé donc, un sujet extrêmement intéressant. Merci de votre présence. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci.